C'est parti, nouvelle émission NBA débat, débaff et débauf. Le nom est un peu long, je vous l'accorde, mais c'est catchy, comme on dit au Chili. Nouvelle émission, on va décrypter un match tous ensemble et je m'adresse tout de suite à nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux. 1,7 milliard lors de la dernière émission, qui doivent s'apercevoir actuellement qu'il nous manque un chroniqueur beauf. Effectivement, Jean-Thomas, notre tonton à tous, a décidé d'encaisser les millions de dollars tchèques pour partir en retraite sur son bateau aux Bahamas, et on respecte ça évidemment. Jean-Thomas, on t'embrasse. Tu reviens quand tu veux, d'autant plus que tu me laisses avec deux sacrés tocards. J'ai 2-3 peintres en bâtiment. En la présence de Jean-Jonathan. Comment ça va, Jean-Jo ? Bah ça va. Je me remets tout doucement du match absolument soporifique qu'on a dû regarder. Mais ça va, je suis content d'être là. Ça commence, je sens qu'il va kiffer. Je sens que le roi des beaufs et le docteur Jean-Éric va kiffer. Comment ça va ? Ça va, écoute, j'avoue, j'étais complètement neutre sur ce match. J'ai pas de parti pris, je pense que j'étais juste là pour le beau jeu. Et je trouve qu'on a eu un match sympa et qu'encore une fois, on va pouvoir démontrer que Jean-Jonathan n'y connaît rien. Je crains rien ni personne. Ok, il y a déjà une bonne ambiance, ça fait plaisir. Billy Bob à votre service, ravi de faire cette nouvelle émission. Moi, j'ai une petite déco du vrai, le seul, le vrai, Dennis Rodman, Pistons, de la belle époque. Les gars, on va parler du match Spurs-Pélican. Pélican d'ailleurs, soit en passant, c'est quand même un beau nom de merde pour une franchise. Tu joues au Pélican, franchement, moi, je n'y joue pas, c'est même pas la peine. Je vous place le contexte avant de vous donner la parole, évidemment. Le contexte est le suivant. Les Pélicans, en fait, jouent avec 3 absents. Josh Hart, James Johnson et Nickel Alexander-Walker, et j'espère que c'est la dernière fois que je prononce son prénom. Ce pas des superstars, mais c'est des mecs qui jouent une vingtaine de minutes. C'est quand même 3 joueurs de rotation. On va peut-être en parler, voir si ça leur a posé des problèmes. Pour présenter un petit peu l'équipe des Pélicans, 27e défense de la NBA. Ils encaissent 115 points par match. Bien joué, les gars. Si on peut plus, mais il faut venir le dire. Les Spurs, eux, jouaient sans Rudy Gay ni Trey Lyles, pour un peu moins important, mais quand même Rudy Gay, une rotation importante dans le game. Le match a été remporté par les Spurs 110 à 108. 32 points, 7 rebonds, 8 passes pour DeMar DeRozan, 33 points, 14 rebonds pour Zion, le Monster de Space Jam, accompagné par Ingram et Ball avec 24 points chacun. L'intérêt de ce match, c'est quoi ? C'est qualification pour les playoffs ou les play-in pour les Spurs, pour essayer de trouver une bonne place, et surtout les Pélicans qui essaient encore de s'accrocher pour arriver à la 10e place qualificative pour les play-in. Ça va être un peu compliqué pour les petits loulous. On va commencer par les Pélicans et on va donner la parole au plus vieux pour une fois. Jean-Éric, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les Pélicans sur ce match-là, avant qu'on parle des joueurs et de l'équipe dans son ensemble, évidemment? Ouais, je connaissais pas bien l'équipe. J'avais vu des morceaux, mais pas de grands matchs. Donc, en effet, le fait qu'il y ait 3 absents peut expliquer les choses parce que le banc est quand même hyper limité, dégueulasse. Excessivement limité. Le banc est dégueulasse. Ouais. Il y a Jackson Hayes qui fait 2-3 trucs, genre se faire contrer par Derrick White, et ça, c'est pas donné à tout le monde quand même. Mais ouais, non. Après, je trouve que l'équipe est sympa quand même. En fait, ils ont un bel avenir, quoi. Faut juste dégager Bledsoe, qui, au moins sur ce match, mais bon, après, c'est quand même récurrent. Le mec est quand même, ça doit être un des plus gros salaires de l'équipe. Sert à rien, mais t'as quand même deux grosses têtes, deux gros monstres potentiels qui sont Williamson et Ingram, qui sont quand même de très très forts joueurs, surtout en attaque. Et après, en améliorant un petit peu le supporting cast, ça peut faire de belles choses. Cette année, parce que clairement, maintenant, les play-in, c'est mort. C'est mort. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Jo ? Et n'hésite pas à réagir notamment sur ce qui a été dit sur Bledsoe, parce que moi, je pense que je vais dire 2-3 trucs sur ce petit gars. Non, mais je rejoins Jean-Éric. Pour le coup, c'est vrai qu'il y a... Attends, juste, c'est un événement. On peut juste prendre Faut le temps noter, d'apprécier le fait que tu es d'accord avec Jean-Éric. Ah non, mais je pense que ce sera le seul moment de l'émission où je vais être d'accord avec lui. Ça va être vraiment le seul moment. Pour le coup, ouais, il y a 3 joueurs intéressants au Pélican. Il y a Zion, il y a Brandon Ingram et Lonzo Ball, parce que quand il met dedans à 3 points, c'est quand même mieux. Alors, temps mort. Je pense qu'il faut s'arrêter sur cette phrase. Qui aurait cru qu'on dirait un jour, moi le premier, que Lonzo Ball, il fait des belles choses en ce moment en plus. A priori, c'est pas que un match. Mais il fait un bon match, il fait un vrai bon match. Et qu'il a fait une bonne performance au shoot. C'était quand même le shoot le plus pourri de la NBA à un moment donné. Je crois pas.
Et là, il nous fait quand même un 6 sur 10, je crois. 6 sur 10, ouais, 6 sur 10, 6 sur 10 à 3 points quand même. Donc, Ça, pour tous les handicapés des membres supérieurs du monde, il y a un espoir. Il y a un espoir. C'est quoi l'identité de jeu des Pélicans là? Comment Jean-Jo, et après Jean-Éric, tu pourras rebondir là-dessus. C'est quoi l'identité de jeu des Pélicans? Non, bah déjà, ça fait plaisir de me laisser aller jusqu'au bout de mes explications. De toute façon, j'allais couper la moitié de ce que tu allais dire, donc c'est à toi de voir. Non, mais justement, l'identité des Pélicans, c'est quoi? Il n'y en a pas vraiment, je trouve. Il n'y a pas vraiment d'identité. On donne la balle à une star de l'équipe qui a son moment. C'est-à-dire qu'on va donner la balle à Zion, il va faire son truc. On va donner la balle à Ingram, il va faire son truc. On va donner la balle à Lonzo, il va shooter à 3 points. Ou alors tenter quelque chose. Il n'y a pas trop d'identité. Avec un coach comme Van Gundy, c'est assez compliqué, pour le coup, d'avoir une vraie identité. Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu dis ça? Parce que ces équipes ont toujours été dégueulasses. Je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je me rappelle des Magic en finale en 2009. Franchement, c'était pas mal. Avec Jameer Nelson, avec Turkoglu, Rachel Lewis, Howard, il y avait du bon spacing. C'était du jeu qui était vraiment agréable. Ils cherchaient le shoot ouvert. Non. Depuis les Magic, c'était pas terrible. Il cherchait le shoot ouvert parce que tu avais Howard qui pouvait reprendre les rebonds offensifs. Son plan de jeu, c'est tu mets Howard en plot et tu shootes pour shooter. Pour qu'il ait le rebond. Non, le plan de jeu des… Alors là. Le plan de jeu des Magic en 2009, c'était une entrée en pick and roll avec soit Nelson, soit Turkoglu. Et après, c'était du jeu en lecture. Ils cherchaient le tir ouvert avec beaucoup de spacing. Et c'était pas si mal que ça. Depuis, bon, il n'a pas eu les grosses équipes non plus. Depuis, je viens de l'accorder. Et sur ce match-là, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Mais c'est comme quand on dit D'Antoni, il a toujours fait un jeu dégueulasse. Comme avec les Rockets. Non, avant avec les Suns, c'était de la bombe atomique. Mais compare pas Van Gundy et D'Antoni, je suis pas d'accord. Je compare le raisonnement d'adolescent. C'est une collaboration délicate pour vous. C'est tout ce que je sais. Popovic, il n'a pas une équipe folle, pourtant ils arrivent à avoir une vraie identité. Là, au Pelicans, il n'y a que dalle. Il n'y a pas d'identité, c'est tu donnes la balle à ta star et elle se démerde. Dis-le que tu les aimes, les Spurs. Non, mais dans ce cas-là, on peut dire la même chose. Je ne peux pas comparer Van Gundy qui a l'équipe depuis 2 ans et Popovic qui est là depuis 50 ans, tu vois. C'est plus facile pour créer une identité de jeu et une culture. Je te laisse continuer parce que je sens qu'on va bien s'amuser. Non, mais voilà. Bon, après, mon raisonnement, c'est ça de ce que j'ai vu de ce match. Parce que c'est vrai que pour le coup, je n'ai pas beaucoup regardé jouer les Pelicans à part les highlights de Zion et de Ingram en l'occurrence. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'identité, il n'y a pas vraiment de fond de jeu. Tu as une balle à une star pour une action et puis après, on passe à la suite. Et il y a quelques défauts sur ce match. Bledsoe, en l'occurrence, effectivement, le gars, ça fait 10 ans qu'il est là, il n'a toujours pas su s'acheter un shoot alors qu'il fait 1m50. C'est peut-être temps de corriger un petit peu le tir quand même. Et puis beaucoup de lancers francs loupés qui leur coûtent le match, je pense. C'est ça, qui leur coûte le match complètement. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Jean-Éric, qu'est-ce que tu en penses, toi, du jeu des Pélicans? Alors pareil, celle-là, on va l'enregistrer. Je suis un petit peu d'accord avec Jean-Jonathan. Dès le début. Ouais, ils ont un jeu qui est hyper direct. C'est en effet beaucoup. Alors Zion, c'est un buffle. C'est le mec est juste inarrêtable. Il a martyrisé les gars en face. Et pourtant, il y a du répondant, quoi. Le Kendall Johnson fait un bon match, je trouve, en face. Poeltl fait. Faudrait gaffe à le prononcer celui-là. Est hyper solide. Mais en effet. Mais là où je vais rejoindre Jean-Jonathan, c'est que ce qu'il décrit à tort sur le Magic des années 2000, moi je trouve qu'il y en a un qui se perd chez les Pelicans, c'est Steven Adams qui fait ses pires stats depuis 3 ans, qui était quand même très intéressant et qui avait montré de belles choses avec le Thunder, montrant que c'était un joueur de basket et pas juste une armoire à glace. Et là, il ne sert à rien. Il met des pics et il prend des rebonds et il ne fait que ça. Il n'a jamais rien fait d'autre. C'est un peu triste. Je suis pas d'accord. Il avait montré avec le Thunder qu'il avait de bonnes mains, qu'il était capable de faire des trucs, de faire des passes. Il était très frustré là. Il était très frustré quand même. Je pense que je pense pas que ce soit à cause de lui. Je pense que c'est vraiment le jeu qui. Parce que alors, là, on parle de style de jeu. On parlera des Spurs un peu plus tard, mais pour moi, la différence principale entre les Spurs et les Pélicans, c'est que les Pélicans, ils vont avoir un jeu de fixation en première intention. Donc, comme vous l'avez dit, c'est soit Zion, soit Ball, soit Ingram qui fixent. Mais une fois que la fixation est faite, ça n'enchaîne pas derrière. C'est très, très court en termes d'attaque. Alors que les Spurs, ça ne s'arrête jamais. Ils peuvent jouer en attaque pendant 1 heure, les mecs. Ils font fixation, ça ressort, repasse, fixation, passe-passe, fixation, passe-passe. Il y a un jeu qui est beaucoup plus en continuité. Et je pense que c'est pour ça qu'Adams aussi, il ne revoit jamais la balle. Parce qu'au final, son rôle, ça a toujours été le même. C'est de faire des pics, d'enfoirer, de prendre des rebonds. Avec les Thunder, c'est vrai qu'il avait de temps en temps
la balle au poste bas, notamment en début de quart-temps, mais il comptait pas trop sur lui. Et après, voilà, comme tout joueur de ce style, plus tu avances dans la carrière, plus plus ils vieillissent, plus ils sont limités dans leur rapport. J'ai envie de dire, je ne suis pas sûr, honnêtement, pourtant j'adore ce joueur, hein, je ne suis pas sûr qu'il pourrait apporter beaucoup plus avec cette équipe-là. Tu vois. Ça, c'est mon avis par rapport à Adams. Juste la saison précédente, il marque moins de points, il prend moins de rebonds, il fait moins de passes, avec un temps de jeu supérieur. Donc c'est quand même qu'il y a. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un mésusage. Alors après, évidemment, hein, c'est pas un gros manieur de ballon, quoi. Mais il faudrait regarder les stats d'Ingram. Peut-être qu'Ingram il marque plus. J'ai pas regardé. Hein. Ingram, Ball et Zion. Probablement. Plus, tu vois, et Williamson prend beaucoup plus. Williamson surtout. T'as un poste 4 à côté de lui qui vampirise un peu les stats. Hein. Alors par rapport. Vas-y, continue. Excuse-moi. Ouais, mais sur l'identité des Pels, c'est avant tout ne pas défendre et ils le font remarquablement bien. Ils le font bien. 27e défense de l'NBA. Ah ben magnifique. et ils n'en prennent que 110. Au final, c'est bien pour voilà. C'est l'attaque des Spurs en face en même temps. Mais 110 points encaissés par les Pélicans, c'est comme quand le CSP Limoges encaissait 50 points dans les années 90. Hein, c'est une grosse défense pour eux. Et par rapport à ce que tu disais, finalement, les Spurs ont un début de jeu qui est comparable, avec toujours une première fixation, souvent par DeRozan. Mais c'est vrai que derrière, il y a une passe, 2 passes, 3 passes, 4 passes. Et clairement, les Pels, ils sont pas capables. C'est malheureux que je sois obligé de dire ça. Après, moi, il y a une partie de leur jeu que je trouve bien, c'est que ça reste un jeu qui est assez spectaculaire. Donc, je suis surpris. Hein, c'est un jeu pour Jean-Jonathan, c'est un jeu highlight. Il y a des alley-oops, il y a un peu de jeu rapide, et puis bon, il y a Lonzo Ball qui prend un détour à 3 points. Bah si, quand tu connais rien comme Jean-Jonathan, c'est intéressant. Oh là là, j'aime bien. Moi, j'aime bien cette ambiance. Après, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'aime bien cette ambiance-là. Attention, au niveau des alley-oops, il y a eu un alley-oop. D'ailleurs, c'était la première action du match pour les Pelicans. Je me suis dit, oh putain, s'ils jouent comme ça, mais c'est du délire. Parce qu'en plus, le alley-oop, ça se voit que les mecs, ils se trouvent les yeux fermés entre Ball et Zion. Je fais, ok, si ça joue comme ça, je veux bien donner la chance au produit. Et après, c'est d'ailleurs le seul système de Van Gundy, hein, de ce qu'on a vu en début de match. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup il y a pas de système chez les Pélicans. Quand je vais faire ma petite chronique de la plaquette du beauf, évidemment, j'ai rien pour les Pélicans. Je peux rien sortir parce que c'est soit du 1 contre 1 de Zion sur le elbow là, dans le coin de la raquette en haut, soit au poste bas. Il faut admettre quand même que Zion, quand il part sur sa main gauche, c'est un sacré bordel. Quand il reçoit la balle sur le quart de terrain gauche, qui va attaquer ligne de fond, ou même sur l'autre, on sait qu'il va attaquer sur la main gauche, il est inarrêtable. Et tu disais à juste titre, Johnson chez les Spurs, on en parlera un peu plus tard des Spurs, moi j'ai bien aimé sa prestation. Bon, il lui manque 70 kilos pour pouvoir défendre sur Zion, mais au final, il a fait ce qu'il a pu. En termes de style de jeu, j'aimerais bien voir les Pélicans aller carrément au bout du délire et jouer small ball et jouer rapide de ouf. Parce qu'au moment où ils peuvent apporter quelque chose, c'est quand ils commencent à accélérer le jeu. C'est là où Zion, il prend le rebond, il part en dribble direct. Bledsoe, je trouve qu'il ne sert pas à grand-chose sur attaque placée, mais avec sa défense quand même super agressive, il peut ramener du jeu rapide derrière. Ball aussi, il peut ramener du jeu rapide. Ingram, pareil. Je me dis, ça pourrait être intéressant de faire de temps en temps, parce qu'ils ne l'ont pas fait du tout, hein. Small ball avec Zion comme seul grand, que des petits à côté qui courent, et là on fait un petit bordel. J'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner, parce que sinon sur jeu placé c'est quand même très limité, c'est une première attention ou un jeu à 2, et d'ailleurs Ball et Ingram, même s'ils ont fait un bon match, ils sont quand même vachement irréguliers là. En termes de prise de décision, Ball il marque 6 paniers à 3 points, mais je ne sais pas vous, hein, mais moi la plupart des shoots qu'il prend, je me dis oulala, est-ce que c'est un bon choix? Je ne suis pas sûr. Des fois il les met, des fois il ne les met pas. À la fin du match, il rate ce panier à 3 points à 30 secondes de la fin. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce shoot-là? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision ou pas? Alors, bonne décision. J'aimerais juste revenir sur un point. Oh là là, par rapport à ça. Pas aux questions, d'accord. Okay. Non, parce que c'est vrai que pour le coup, les Pelicans, quand ça joue vite, c'est intéressant à voir. Ouais. Mais tu as un élément dans leur équipe qui ralentit quand même beaucoup le jeu, c'est Ingram. Ingram est un excellent joueur de 1 contre 1, c'est un très bon joueur de mi-terrain. Mais pour qu'il puisse s'exprimer, il doit attendre d'être sur attaque placée et d'avoir son ISO. Il prend 22 shoots. C'est ça. Il prend 22 shoots sur ce match, il en met 9. Fin du 3e quart, on arrive quand même à voir l'étendue de son talent offensif. Mais du coup, ça contrebalance avec le fait que les Pelicans veulent jouer vite. Ils veulent jouer vite, mais quand tu as Ingram qui est un All-Star, il faut lui donner le ballon. Il faut qu'il soit abreuvé de ballon et il te ralentit tout. Du coup, ça contrebalance vraiment par rapport à ce qu'ils voudraient créer, du coup, selon toi, et la star qu'ils ont. Enfin, l'une des 2 stars qu'ils ont. Donc, c'est quand même un truc à corriger pour le coup chez eux. Et pour le shoot de Lonzo, no comment, s'il le met, c'est parfait. Parce que, en même temps, à chaque fois qu'il met un shoot, on se dit
ok, Il est- comment il fait? Il est à 6 sur 9 quand il le prend celui-là, donc techniquement, c'est pas un mauvais shoot. Moi, j'ai eu l'impression que dans le troisième quart-temps, ça pouvait basculer à tout moment. Et en fait, les Pelicans survivent parce que les Spurs ont un petit trou en attaque et qu'il y a Ball qui continue à marquer des paniers et qui met je pense, au moins 2-3 points d'affilée. Et après, derrière, les bons joueurs, parce que je suis mal à le mettre dans les bons joueurs spontanément, reprennent la main et remettent la marche en avant. Mais j'ai vu le moment où, au milieu de troisième quart, ça allait s'arrêter là et qu'on allait avoir un gros garbage time. Avant de parler des Spurs, parce que là, je pense qu'on a beaucoup parlé des Pélicans, juste rapidement, quatrième quart-temps, là, la tactique des Pélicans, c'était très clair, c'est Zion, s'il te plaît, sauve-nous. 12 tirs tentés en 11 minutes, alors il y avait des rebonds offensifs, évidemment. 2 sur 7 au tir pour Ingram, 2 sur 3 pour Ball, qui marque un panier à 3 points. Effectivement, le tir qu'il prend, moi, j'étais pas fan, mais c'est vrai que 6 sur 9 à 3 points, tu as le droit de le prendre, surtout qu'il en avait mis un dans ce même spot un peu plus tôt dans le quart-temps. Néanmoins, c'est vrai que ça aurait été un meilleur shoot si on arrive à mettre la balle au poste haut sur Zion pour que la balle ressorte. Mais là, c'est juste, je suis un peu pointilleux là-dessus. Je pense que c'est pas choquant qu'ils prennent ce match. Mais comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, Jean-Jo, c'est con, hein, mais ce match-là, ils le perdent de lancer franc, les mecs. Ils le perdent de lancer franc. Je vous donne la stat. Hein. 27 sur 32 pour les Spurs, 84%. 17 sur 32, le même nombre de tirs. Hein. 53% au lancer franc avec un magnifique, je vous le donne en 2 secondes, là, en première mi-temps. Écoutez bien, asseyez-vous, buvez un petit coup. Les Pélicans nous font un magnifique 8 sur 19 au lancer franc en première mi-temps, les mecs. C'est chaud de gagner un match comme ça. On passe aux Spurs. Attends, juste un truc. Il y a une stat qui est très intéressante. Une autre stat, excuse-moi, sur les Pelicans. C'est qu'ils sont c'est les champions de perdre le match dans les 3 dernières minutes. Oui. Il y a une stat qui est super intéressante, c'est que si les matchs duraient 45 minutes au lieu de 48, les mecs seraient à 36-24 et là ils sont à 34-26. Donc il y a un delta 24-36 pardon. 26-34, je vais y arriver. Au lieu d'être à 36-24, pour rien ce que tu dis. 26-34, voilà, exactement. Ils auraient 10 victoires de plus. Voilà, c'est bien comme ça. Non, mais c'est si énorme. ces matchs duraient 45 minutes, ils auraient 10 victoires de plus. Après, le fait de dire tout sur Zion, moi, ça me choque pas. Le mec est inarrêtable. C'était pas une critique, hein, c'était la tactique, Voilà. c'était une observation. C'est vrai que ça manque de variété. Juste mais pour l'info, il y a une vraie question sur le clutch. Quoi. 10 victoires de plus pour les Pélicans, ils seraient actuellement 6e. Même 5e de la conférence. Évidemment, avec des si, on met Paris en bouteille. Mais c'est intéressant. Il y a une autre stat de ouf sur les Pélicans. Si j'ai bien compris la stat qu'ils ont montrée, ils ont perdu 14 matchs quand ils ont mené de plus de 10 points dans le match. C'est ça. C'est vrai. Donc là, il faut peut-être aller voir un psy. Il faut ça faire pas quelque gérer. chose. Non, il faut peut-être changer. Moi, je rejoins Jean-Jonathan. Hein. Ils ont peut-être le moins talentueux de la famille Van Gundy, c'est tout. Non, là, je suis pas d'accord. Là, je pense que là, on peut pas mettre tout sur le coach parce qu'à mon avis, pour moi, l'explication, c'est que c'est une équipe qui est super jeune. Il manque encore d'expérience. Ils n'ont pas de leader. Oh non, c'est pareil chez les Spurs. Il se fait complètement out-coach. Bon, toi, déjà, tu te calmes. Fais gaffe à toi quand même. C'est la dernière fois. Mais ça a quand même du sens parce que ils n'ont pas de gars comme DeRozan. DeRozan, c'est un gars qui a l'expérience, qui a fait plein de playoffs. Dis-moi un peu le nombre d'années de playoffs qu'ils ont, les Pélicans. C'est pas que le coach, les gars. Et là, sur ce match-là, clairement, on le voit, le manque d'expérience sur le choix qu'ils font, les pertes de balles. Des fois, ils font des contre-attaques, ils font une passe de tout le terrain. Il y a du coaching, mais il y a également un niveau de maturité qui manque pour l'instant avec les Pélicans. Mais encore une fois, c'est une équipe jeune, c'est une équipe du futur. Il y a quand même un potentiel. Et tu leur mets un Chris Paul, je pense que c'est une autre équipe, par exemple. Tu vois. Mais voilà, de toute façon, leur saison est terminée. Ça, c'est valable pour beaucoup d'équipes. Hein. Et puis d'ailleurs, tu le vois à Phoenix. Tu leur mets un Chris Paul et tout d'un coup, on passe de non playoffable à deuxième équipe de l'Ouest. Ouais, donc ça, c'est une porte ouverte. Mais en effet, peut-être qu'avec un autre meneur que Ball, la chose. Enfin, voilà, ils sont jeunes. Moi, je pense que la différence, ça reste la défense. Ça reste quoi ? Pas de défense, pas de victoire. Et puis sur un match comme ça, ce qui est fou, c'est que voilà, putain, 50% au lancer franc, ne se permet pas de gagner un match de basket. On fait une transition avant de parler des Spurs. Je propose qu'on fasse la chronique du docteur maintenant. Après, on parle des Spurs. Je fais la chronique du coach, Jean-Éric. Une chronique qui est attendue. Le mec est dans son personnage, hein. C'est son truc. Hein. On y va, la chronique du docteur, la chronique tant attendue par des milliards de personnes. En fait, non, c'est attendu par ses potes de la faculté de médecine qui attendent tout ça avec et ma maman. Et sa maman, évidemment. On y va, la chronique du docteur, l'analyse, gros bisous à madame Jean-Éric, l'analyse médicale du match Pélicans Spurs. C'est parti. Top ordinateur.
Alors, j'avais une première idée de rubrique où je me faisais des blagues sur moi. Et je me suis dit, c'est un sport collectif, sois pas égoïste, donc je vais plutôt me foutre de votre gueule. Humainement, je suis moyen. Je trouve que c'est une meilleure idée. Donc, je suis parti d'un constat simple dans ce match, c'est que même au sein d'une même équipe, tu as une grosse disparité physique. Tu vois des espèces de bestiaux comme Zion ou Steven Adams, et dans la même équipe, tu as des espèces de coton-tige. Brandon Ingram ou Lonzo Ball. D'ailleurs, j'en profite pour glisser un petit bisou à Samanic qui, lui, s'est carrément fait défoncer par le buffle Zion. C'est un truc assez sévère. Donc, la rubrique, ça va être... on va pas faire du diagnostic, on va plutôt faire du conseil sur prendre de la masse musculaire. Et ça, je pense que c'est important parce que quand on vous voit, on voit immédiatement que Jean-Jonathan, il a lâché l'affaire depuis le début. Quoi. Il s'est dit non, ça marchera pas, donc pense à prendre des notes, garçon. Et puis, bon, je connais Billy Bob depuis quasiment 20 ans et ça te fait quasiment 20 ans qu'il commence la muscu demain, donc c'est bon, mon gars, ça va marcher. Donc, comment on fait pour prendre de la masse ? Devenir énorme, c'est facile, hein, ça tout le monde peut le faire, il suffit d'un McDo matin, midi, soir. Par contre, sexe, c'est un peu plus compliqué. Donc, la première chose, bien évidemment, il faut soulever lourd. Et je ne parle pas de vie conjugale. Ensuite, il faut des charges croissantes, des efforts répétés. C'est un effort du quotidien. La clé, malgré tout, reste l'alimentation. Donc, on va éviter les calories inutiles, comme Jean-Jonathan, l'alcool, faut se calmer à un moment donné, pas que la bière dans la vie. On peut discuter sur le guacamole de Jean-Thomas, parce que ça reste quand même des bonnes graisses, donc ça peut être utile. On va limiter les aliments à haut indice glycémique, donc tout ce qui est sucreries, soda, mais également les pommes de terre. Et on va préférer les aliments avec un indice glycémique bas, donc genre le riz, les pâtes complètes, les pommes, les légumes bien évidemment, où il n'y a pas trop de sucre. Manger de la protéine, éventuellement des compléments. Mais tout ça, le gros problème, et c'est là qu'on voit la difficulté, surtout pour quelqu'un comme Billy Bob, c'est qu'il faut le faire tous les jours, quoi. Et juste une fois tous les 6 mois, ça marche pas. Et ça te permettra d'obtenir ce bon physique de vieux grec que vous avez en face de vous. C'est important. Malheureusement, le souci, et c'est là qu'on n'est pas tous égaux, c'est qu'il y a une grosse part de génétique. Et dans ce cas-là, il faut vous tourner vers vos mamans pour leur dire que c'est de leur faute. Excellent. Merci beaucoup, Jean-Éric. J'ai appris beaucoup de choses, des conseils très pratiques. Ça fait plaisir. J'espère que tout le monde a pris des notes. En tout cas, de mon côté, ça m'a permis de mettre au point un programme que je commencerai évidemment demain. On passe aux Spurs. On va parler un petit peu de Spurs. Ça va être intéressant d'écouter le point de vue du docteur également parce que, comme vous l'avez vu sur sa dégaine qui ne ressemble absolument à rien, c'est un fanboy des Spurs, même s'il n'était pas capable de se rappeler que Michael Finley avait gagné un titre avec les Spurs en 2007. On parle des Spurs, c'est parti. Allez, c'est quoi ? Honneur aux fanboys. Jean-Éric, qu'est-ce que tu veux nous dire sur tes petits Spurs ? Alors, je vois pas du tout de quoi tu parles. Moi, je suis cette équipe comme les 29 autres. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas parce que voilà, faut pas déconner. Et c'est pas parce que mon sang est blanc et silver and gold, silver and black, pardon, que. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, déjà, ce que j'aime depuis le début chez les Spurs, c'est qu'on est sur une approche qui est vraiment toujours basée sur le collectif et que les grands noms se mettent au service du collectif. On voit quand même qu'il y a DeRozan qui hier soir, qui même d'ailleurs au fil de la saison, hier soir marchait carrément sur l'eau. Il est hyper impressionnant, hyper impactant, mais il va rester dans l'état d'esprit du collectif, de faire jouer les autres. Il est prêt à se sacrifier pour l'équipe. Et ça, c'est important. Le vieux sorcier Popovic avec sa vieille dégaine, là, c'est plus possible, ses cheveux longs. Docteur Emmett Brown, retour vers le futur. C'est ça, écoute, je cherchais. Moi, j'étais plutôt sur Saruman dans le Seigneur des Anneaux, mais ça marche aussi. Brûlez tous les villages. Chacun ses références. Mais ouais, là, il fait des miracles. Et à part 2 couillons, d'ailleurs, au fil des années, que sont Stephen Jackson et le traître. Eh ben, les fonctionnaires, c'est des feignasses. Il n'y a pas eu beaucoup de monde qui se soit plaint de la mentalité Spurs, quoi. Et ça marche. C'est l'équipe d'abord. Je vais peut-être pas parler tout seul. On va peut-être un peu rebondir, Jean-Jonathan. Peut-être que tu as un avis différent du mien. Non, j'ai quand même un avis, quand même un point positif, c'est que contrairement à toi, Jean-Éric, les Spurs arrivent à évoluer et à vivre avec leur temps. Je crains rien ni personne. Ce qui est quand même important de le mentionner, parce que ça fait 20 ans qu'ils jouent de la même façon. Et je suis pas d'accord avec ça. Alors avec des têtes C'est d'affiche plus ou C'est moins complètement faux. charismatiques. C'est complètement faux. On oublie Tintin. C'est complètement faux. Déjà, C'est il y a 20 faux. ans, tu avais 5 ans.
Déjà, il y a 20 ans, tu avais 5 ans. Donc, je vois pas comment tu peux juger. Non, mais si, Ensuite, on reconnaît quand même le fait que Jean-Jo, il a une culture des années 90 et début 2000. Il a vu des vieux matchs. Mais ça, ce que tu dis, Jean-Jo, c'est juste, je t'invite à regarder la finale 99. Alors, quand je dis 20 ans, ça c'est n'a depuis rien à l'arrivée de voir. Tony Parker. On est en 2021, les gars. Eh ben, c'est faux. Eh ben, c'est faux. Non. Regarde le titre de 2003 et de 2007, ils jouent pas de la même manière. 2014-2007, c'est pas du tout le même style de jeu. Là, le jeu des Spurs qu'on a vu, il m'a fait plaisir parce que ça m'a rappelé 2014 sans les talents individuels qu'il y avait à l'époque. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec le style de jeu de 2007-2003. On est obligé de le dire, Jean-Jo. Désolé. Et je dis pas ça pour défendre Jean-Éric. Loin de moi cette idée. Si tu me connais un peu, tu sais très bien que c'est jamais ma priorité. Mais mets-lui une grosse patate dans sa bouche. Tu vas voir après comme il va se calmer. Mais là, je peux pas te laisser dire ça. C'est pas du tout le même style de jeu. Dans les Vas-y, talents continue. individuels, tu as DeRozan à 32 points. DeRozan à 32 points qui marche sur le et qui te fait gagner le match en 4e quart-temps. C'est lui qui te sort un clinique pour faire gagner l'équipe. Non, mais bien sûr. Mais attends, mais 2014, Oui. il y avait quand même Duncan, Ginobili, Parker, Kawhi Leonard. Tu peux pas comparer ces équipes-là. Là, Mais je compare pas. Je compare pas. Je parle de l'école Spurs, de comment ça joue de manière générale. Depuis C'est 7 ans. l'équipe qui se met au. Bah, Depuis 8 ans. t'es pas en train de te plaindre qu'une équipe de basket fasse des passes, quand même, j'espère. non, je me plains pas de ça du tout. Non, parce que je sais que t'es fan des Kings, donc t'as peut-être pas l'habitude. Je sens quand ton gars, c'est un fils de pute. mais le basket, ça fait des passes. C'est Bon, comme vas-y. ça. Bon, Giorgio, qu'est-ce qui t'a pas plu dans l'histoire? Vas-y, continue. On te laisse Non. finir et puis. Alors, on mais ce ira qui m'a revenir pas plu, après. c'est un grand mot. Ce qui m'a pas plu, c'est un grand mot. J'ai rien contre les Spurs, j'ai rien contre leur équipe, j'ai rien contre leur histoire. Non, je te fais Mytho. chier, Jean-Éric. j'ai rien contre eux. Mon premier maillot de basket, c'était Parker, forcément. Mais du coup, non, j'ai rien contre ça. C'est juste que je trouve que cette équipe, elle a pas de charisme. Ça manque de charisme. Et les joueurs qui en font partie, les gens qui suivent de près ou de loin la NBA, va leur demander aujourd'hui qui il y a dans l'équipe des Spurs. Il n'y en a pas un qui te donne 5 noms. Et alors? Moi, je peux. Non, mais et Oui, alors? parce que Non, mais et alors? Justement, c'est ça la beauté. C'est ça qu'on est en train de mettre en avant avec Jean-Éric. Collectif C'est d'abord. c'est que les Spurs, ils ont une équipe un peu patchak au niveau des individualités, mais que Popovic, il arrive à créer une identité collective. Chacun joue pour l'autre. Il cherche à chaque fois le bon tir. Il fixe, il ressort, il se replace. Ok, C'est ça qu'on dit, tu vois. mais ils vont rien gagner. Et alors, ils vont pas Évidemment. gagner. Ils sont. C'est quoi le but alors d'avoir des joueurs qui vont jouer collectif pour pas gagner à la fin? Bah non, mais c'est pas logique. L'équipe, elle est en reconstruction, là. T'es quand même sur une. Ils amorcent un nouveau cycle. mais- Alors, c'est vrai qu'amorcer un nouveau cycle avec un coach de 70 ans, on peut discuter. Là-dessus, je peux le tolérer. Mais on est quand même sur une équipe qui est quand même vachement jeune. Dans le 5 majeur, tu as Keldon Johnson, tu as White, tu as Poltol. Bon, il est peut-être un peu plus âgé, Poltol, mais voilà, il reste quand même pas bien vieux. Et tu as Murray, qui ont tous moins de 25 ans, quoi. Et justement, c'est bien, il construit, il fait des choses correctes avec des no-names. Mais ouais. Ouais. Il fait au mieux avec ses. Il- on- Je ne comprends pas en fait ce que tu aimerais qu'il fasse. Comme ils n'ont pas de grandes stars et qu'ils ne vont pas gagner le titre, il faudrait qu'ils tankent. Qu'est-ce que tu veux? Comme les Non, Kings? pas- Tout le monde joue comme les Kings en fait. Laissez-moi comme dire, j'ai un maillot des Lakers aujourd'hui. C'est pas trop Comme modèle, tranquille c'est avec les Kings. C'est que si en fait tu ne peux pas jouer le titre, il faut jouer le tanking. Je ne comprends pas en fait. C'est quoi, ça? Par contre, les Kings de 2010 à 2020 seulement, c'est ça mon modèle. Parce qu'avant, ça compte pas. Non, mais en fait, moi, encore une fois, j'ai rien contre les Spurs. Mais Faut tout raser et tout reconstruire. c'est vraiment l'une des équipes qui m'attire le moins parce que je me fais chier devant eux. Et je dis pas que c'est du beau basket, je suis d'accord, mais je m'emmerde. C'est pas charismatique, c'est des no-name. T'as DeRozan qui surnage, mais DeRozan, c'est pas, il y a pas de charisme. Je suis désolé, ça m'attire pas moi. Manque de caractère, je suis assez d'accord avec Ouais. ça. Manque de caractère, c'est sûr. C'est ce qui leur manque. À cette équipe-là, tu leur mets, s'ils arrivent à récupérer un gros joueur qui, comme tu dis, qui a du caractère, etc., ça pourrait être pas mal. Mais en tout cas, moi, respect pour réussir à pratiquer un jeu collectif. Sans même parler du résultat, hein, à pratiquer un jeu collectif avec des gars comme ça. Moi, j'ai bien aimé Johnson. Murray, j'aimerais bien qu'il commence à être plus consistant sur ses tirs. J'aime pas les meneurs qui n'arrivent pas à marquer en dehors de la raquette, ça me saoule. Derrick White, il a même pris des gros shoots en deuxième mi-temps. Patty Mills, il n'a pas énormément joué, mais il l'apporte à chaque fois. Enfin, il y a une équipe, il y a un fond de jeu, je trouve ça intéressant. Ça ne me fait pas autant kiffer que les Warriors, parce qu'il n'y a pas des chronoporteurs, donc ça m'agace. Mais je trouve que c'est cohérent. J'aurais tendance à dire, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, que si les Spurs, comme ça, ils jouaient à l'Est, ils seraient sûrement la 4e place.
4e, c'est 5e. possible, ouais. C'est possible. De ce que dit Jean-Jonathan, je vais quand même relever que l'un de nous trois disait tout à l'heure, avec une intelligence hors norme, qu'il devait sûrement préférer le jeu des Pels parce qu'il y avait des alley-oops. Mais il n'y a pas que le spectaculaire. Et moi, j'aime bien quand un jeu est bien huilé, quand on cherche la passe en plus, quand on a un grand, il est suédois, Peltol, qui fout 5 contres dans le match et qui fait pas semblant, que les mecs sur le banc, même s'il manque un ou deux éléments, font le taf. J'ai bien aimé Eubanks. Oui, bien sur 9 au lancer franc. Le petit boucher. Un petit boucher. Ouais, moi, il me donne l'impression, tu vois, quand j'étais gosse, excuse-moi, c'est un peu loin, Jean-Jonathan, je rêvais de devenir Jordan un jour. La vérité, c'est que si j'avais joué en NBA, j'aurais ressemblé à Eubanks. Le mec, il me ressemble vachement plus. Je peux m'identifier à un mec comme ça. Ça aurait été étrange de voir le gabarit de Eubanks sur un corps d'1m77, mais ça aurait été intéressant à voir. Mes petits points par rapport à ça, je suis d'accord avec toi là. J'aimerais quand même un petit mot sur les deux pivots, là, Poeltel et Eubanks. Eubanks qui provoque 9 lancers francs. Il en met 6. Sur les 32, ça reste quand même un gros ratio. Et en attaque, il a apporté ça. Il est un peu frustre, mais il a apporté ses lancers francs. Par contre, Poeltel en défense, 5 contre, tu le disais. Et moi, je pense quand même qu'ils ont réussi à piéger Zion dans son propre jeu. Parce qu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Zion, quand il prend la balle sur son côté, sur son quart de terrain, qui te fait son reverse pour monter main gauche, il est inarrêtable. Il est très, très fort. Maintenant, sur ce match, il est à 13 sur 23 au shoot. Et on remarquera qu'à chaque fois qu'il a fait son move avec Poeltel sur sa gueule, c'est raté. Il prend son rebond offensif et il ne termine pas. Alors moi, je pense quand même qu'il y a une petite stratégie qui a été mise en place par les Spurs qui l'ont forcé vraiment à jouer sur ce move et qu'il a été super bien tenu. Justement. Et ça, ce qu'on a observé sur la défense sur Zion, c'était orientation ligne de fond et trappe qui vient de la ligne de fond à chaque fois. Ce qui était intéressant parce que Zion avait un petit peu du mal à ressortir le ballon. Il force, surtout au quatrième quart-temps. Hein. Clairement, il y allait comme un bourrin. Il tentait le rebond offensif. Ils ont réussi à les gêner un petit peu, mais ils ont quand même réussi à tenir les Spurs là-dessus. Mais c'est ça. La tactique, c'était orienté vers le fond, une presse. C'est un mot qui n'existe pas encore, mais attention, ça va arriver. Une trappe qui vient de la ligne de fond, c'était ça. Et je pense que c'était le meilleur truc à faire parce qu'en 1 contre 1, ce qu'il faut, c'est que même quand Zion a la balle sur l'aile droite, on sait qu'il va partir en drive sur la main gauche et qu'il va prendre le milieu et personne ne peut l'arrêter. Quand c'était Johnson qui défendait sur lui en première mi-temps, c'était un truc de ouf. Il y allait en bourrin et si jamais il bloque le drive vers le milieu, il fait un reverse, etc. Donc la trappe qui vient par le fond ou la trappe qui vient dans le reverse, c'était effectivement un choix plutôt intéressant. Notons notamment que les Spurs ont tenté une défense de zone une fois en première mi-temps et en fin de match, notamment, ils ont fait la défense de zone qui donne un tir à 3 points presque ouvert à Ball. Donc, c'était un risque. Il l'a raté, mais au final, ça a été payant. Mais c'était intéressant de voir les petits ajustements comme ça de coach Popovic. Au final, Zion, il est en dessous de ses pourcentages habituels. Hein. Il tire à 56%, mais je pense que vous avez vu passer cette stat un peu folle. C'est incroyable. C'est seulement le 5e joueur de l'histoire à faire une saison à plus de 24 points et 60%. Et les 4 autres, c'est juste des monstres. C'est Will, Karim, McHale et Barclay. Ouais. Et là, il a 61,8%, donc 53,5%. Il a tiré ses lancers francs, et ça aussi, c'est tout bénef pour les Spurs. Parce que là, par contre, il est juste dégueulasse. Mais voilà, c'est en effet, ils jouent avec leurs armes en fait. Les Spurs, c'est optimiser tes moyens. On finit le cycle à Ridge. Je sais pas trop. Moi, je suis pas convaincu qu'il faut pas re-signer DeRozan. Il est un peu anachronique ce mec. Je sais pas s'il est pas. Ouais, j'aurais dit qu'il était free agent cet été. Mais il est anachronique, il a un jeu en mid-range, il fait 0-3 à 3 points, hein, donc clairement il colle pas trop, mais ça reste un vrai leader et un mec qui est impactant. Et si tu arrives à mettre un autre joueur de qualité à la place d'Aldridge, tu peux avoir quelque chose de vraiment pas mal. Un vrai leader de Rosen ? Alors, alors, sur ce match, en effet, on sait que des fois il choque. On est tout à fait d'accord. Maintenant, on parle d'un mec qui est juste meilleur marqueur de l'histoire d'une franchise. Pas rien. Oui, mais... oui, c'est une bébé franchise, mais quand même. Quand tu joues 20 ans dans une franchise, oui, tu es le meilleur marqueur de la franchise. Non, mais il n'a pas joué 20 ans dans une franchise. C'est un gros score, mais là, tu parles de leadership, c'est différent. Là, sur le match, il montre du leadership. Alors, c'est très bizarre, parce qu'il y a des matchs où il est hyper clutch et des matchs où il se trouve complètement. Maintenant, c'est aussi l'essence de. Si c'est toi qui fais les dernières possessions, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Juste un petit truc, parce que là, au niveau du classement,
Attends, je regarde un petit peu le classement, les petits vidéos. Les Spurs, donc maintenant, sont 9e. Voilà, clairement, j'ai envie de dire, c'est quoi l'intérêt d'être 8e maintenant avec ce truc de play-in? Autant être 9e et éventuellement jouer contre le 10e. Un match de moins. Les Warriors. Non, t'as potentiellement un match de moins. Oui, t'as potentiellement un match de moins. Le deal, c'est 9 contre 10. Celui qui perd dégage. 7 contre 8, celui qui gagne passe. Et après, celui qui a perdu 7-8 joue celui qui a gagné 9-10. Oui, mais c'est l'intérêt d'être 8, c'est potentiellement un match de moins. Si tu bats le 7, c'est bon. Ouais, voilà. Tu as 2 chances. C'est juste ça l'intérêt. Mais tu joues contre une meilleure équipe, quoi. C'est à voir. Mais juste un petit truc sur le classement des Spurs. Hein. Le calendrier, pardon, des Spurs. Écoutez bien ça. Ça va faire un petit peu mal au cul de Jean-Éric. Sur les 13 prochains matchs, il y en a 9 à l'extérieur. Et les 4 derniers matchs de la saison, ils vont se jouer en 5 jours. Donc, ça va être un petit peu chaud pour les Spurs sur la fin de saison. À voir. Il y aura des joueurs au repos, évidemment. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'assurer la place, la 9e place, la 8e place, 10e. Enfin, voilà, ça va être intéressant de voir. Pour terminer rapidos, avant qu'on passe à la suite, moi, j'ai bien aimé aussi les 2 pivots blanc-bec des Spurs, notamment dans leur prise de décision. C'est ça que je kiffe, en fait, dans le jeu des Spurs. Après le pick and roll, quand ils sont servis, ils vont jamais tenter un tir sur appui sur une jambe, un truc un peu comme ça. Ils s'arrêtent sur leurs 2 appuis. Alors, c'est les fondamentaux, hein, c'est ce que déteste Jean-Jo. Les fondamentaux, on s'arrête sur les appuis, on a la balle au-dessus et tout de suite, on regarde si on doit aller au shoot, si on doit fixer et ressortir derrière. Moi, j'ai trouvé que Potel, c'était également un bon passeur qui est capable de vraiment bien lire la défense quand ça vient aider. Voilà, encore une fois, je pense que là, c'est un débat sans fin. Un jeu collectif qui semble plutôt correspondre à ce qu'on aime, nous, avec Jean-Éric, même si je préfère encore une fois le jeu des Warriors. Kerr, il a appris avec qui? Phil Jackson. Ah, c'est tout. Et dis-le. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il n'y a pas que Popovich, mais il y a aussi Phil Jackson, il y a plein d'autres trucs, hein, évidemment. Mais oui, tout à fait. Tu as raison. Voilà. Et Kerr, il le dit, hein, il a récupéré des trucs de Popovich, de Jackson, d'un peu tout le monde. Donc les 2 plus grands de l'histoire, c'est facile après. Ça il y a des bons modèles. Allez les gars, c'est parti. C'est la chronique coach de Beauf. Il n'y a rien à faire au niveau des Pélicans. Hein. Il n'y avait rien d'extra. Il n'y a aucun système. C'est du jeu en fixation un peu tout pourri. Donc, on va plutôt partir sur ce qu'ont fait les Spurs. Ils n'ont pas fait énormément de systèmes, entre guillemets. Ils en ont fait un en particulier que je vous mets. Attention avec la plaquette qui s'affiche. Vous la voyez? C'est bon? OK. Ouais. Là, c'est mieux comme ça. OK, c'est parti. Alors, j'ai pas trouvé, parce que cette fois j'ai cherché, j'ai pas trouvé de marqueur et j'ai plus de cacahuètes, mais j'ai des haricots. Ça y est, on a tout bouffé. J'ai tout bouffé. Je crois d'ailleurs, et j'aimerais bien avoir l'analyse du docteur, je crois que je fais une addiction aux cacahuètes, mais peut-être qu'on en parlera à un autre moment, mais ça m'inquiète un peu. On y va, c'est parti. Un petit système que font les Spurs pour 2 choses. Donner la balle à DeRozan dans son quart de terrain qu'il kiffe, là, c'est-à-dire celui-là. Et éventuellement dégager un petit peu d'espace pour un shooter. Alors voilà comment ça fonctionne. Le meneur, alors, je suis d'accord, le ballon est plus gros que le joueur, mais bon, faut s'adapter. Le meneur ici, c'est Murray qui est là. Ici, ils mettent White, le shooter, DeRozan ici. Et là, il y a Potel et Johnson. On va voir, vous allez voir ce qu'ils vont faire après derrière. Ça fonctionne comme ça. On commence avec, et d'ailleurs, comme le joueur le plus important de l'équipe là sur ce système, c'est DeRozan, on va lui donner un peu plus d'importance. Kevin Garnett. C'est parti. Donc, le meneur est là avec la balle. Il y a un écran dans le dos, backpick pour White, qui fait une première coupe ici. Pourquoi ils font ça? Bonne question, Jonathan, j'apprécie. Tu es concentré. Pour créer un petit décalage ici, pour que le joueur de DeRozan, éventuellement, il aille bumper sur la coupe de White. Évidemment, s'il n'y a pas d'aide, pourquoi pas? Il y a un écran et il n'y a pas une facile derrière. En général, c'est défendu, ça, quand même. Il ne faut pas déconner. S'il y a un petit décalage sur les défenseurs de DeRozan, c'est plutôt cool parce que derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pick and roll pour Murray et pendant ce temps, il y a un écran en cascade de l'autre côté pour libérer le shooter. Donc là, on est sur une prise de pick and roll pour que DeRozan puisse jouer sur ce quart de terrain et en même temps, écran en cascade pour White qui peut nous faire un catch and shoot. On n'a pas trop vu cette option-là. Ce qu'on a vu plusieurs fois, c'était mettre DeRozan pas comme ça, hein, mais dans les bonnes conditions pour faire son 1 contre 1 mid-range ici derrière. Et derrière, ce qui peut se passer éventuellement des fois, c'est un catch and shoot pour
White. Et s'il ne peut pas shooter, chose qu'on n'a pas vu dans le match, mais là, je suppute, je connais un petit peu Popovic quand même. Ce qui se passe, c'est que là, on repart sur du spacing. Johnson, il se barre. Et dans ce cas-là, on fait plutôt un pick fixation avec Poeltl et White ici, qui vont, encore une fois, chercher des espaces. Sur l'ouverture, comme le fait à chaque fois Poeltl, il récupère la balle ici. Il met ses 2 pieds au sol et il cherche le joueur ouvert. Petit système sympatoche. Il y en avait un autre sur une transition qu'ils font depuis un moment, mais je ne vais pas le montrer maintenant. Je sais que tout le monde se fout de cette chronique, mais je la fais quand même avec plaisir, avec passion. Et je me permets de faire un truc que Jean-Éric n'aurait jamais pensé que je fasse un jour. C'est une petite suggestion littérature avec, pour tous les passionnés, bon, même si je pense que je suis le seul, de système de basket et de système NBA. Un livre que je vous recommande qui est la Bible, le NBA Coaching Playbook, qui revient en détail sur plein de systèmes de jeu. Bon, là, on ne voit pas bien. L'attaque en triangle de Phil Jackson, l'attaque de Jerry Sloan, les fast breaks, les systèmes touches quand il reste 4 secondes, 1 seconde, 3 secondes, côté, fond, comment gérer un entraînement, etc. La préparation physique, c'est un super livre. J'ai aucune commission sur cette promotion. C'est juste un petit conseil que je donne pour ceux qui aiment le basket et le côté tactique. Merci beaucoup. Je sais que je suis tout seul. Ça va pas plaire à Jean-Jo. Je pense qu'il n'y a pas assez d'images dans le livre. C'est ce que j'allais dire. Il faut vraiment aimer le jeu des Spurs pour aimer ce genre de livre. À ne pas reproduire chez vous si vous n'avez pas de joueurs qui savent jouer les pick and roll. Je vous propose que sans transition… Aux Kings, il ne faut pas le faire aux Kings. Ouais, voilà, tu l'as dit. Alors Jean-Jo, non, juste, Jean-Jo, le bouquin existe en version manga 30 pages si tu veux. On te le trouvera, voilà. T'inquiète pas, tu pourras comprendre. Ça va être un moment nickel, merci, j'espère que tu vas couper ce montage parce que c'est de la merde. Je vous laisse évidemment avec la citation très connue de Jules César qui nous disait, et c'était d'ailleurs lors de la draft des Toronto Raptors, là, quand la franchise elle a été créée, qui disait quand l'homme a faim, il mange. Quand l'homme a froid, il regarde… Putain, mais qui c'est qui répare les micros là ici ?